Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir 1 heure avec un mathématicien de renom et le lauréat 2025 de la médaille d'or du CNRS. Stéphane Malat est notre invité. Stéphane Malat défend une vision des mathématiques en prise avec le réel. Pour lui, elles ne sont pas seulement une pure abstraction. Elles se nourrissent du monde qui les entoure et reviennent vers lui dans un second temps. Et c'est exactement le sens de la carrière de ce spécialiste en mathématiques appliquées. Avec son premier grand sujet d'étude, la théorie des ondelettes, ses travaux ont accompagné la numérisation du monde des années 90, avec par exemple la compression d'images au format JPEG. Aujourd'hui, il accompagne une nouvelle rupture, celle de l'IA. Comment s'est-il réinventé dans ce contexte technologique en perpétuelle évolution? Stéphane Malat, la palme d'onde. Stéphane Malat, bonjour. Bonjour. Mille merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Vous êtes titulaire de la chaire Sciences des données du Collège de France et professeur à l'École normale supérieure au département informatique. Merci également à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources et sur notre compte @ScienceCQFD. Alors comment vous vous êtes orienté, Stéphane Malat, vers ce domaine de recherche? Quels sont les liens que vous tissez entre mathématiques et informatique et comment ces progrès technologiques depuis les années 80 ont orienté vos recherches théoriques? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on commence avec notre archive du jour et la voix de l'un de vos compères, Yves Meyer. Dans les phénomènes d'attaque d'un instrument, dans les quelques millisecondes qui précèdent le son mélodieux que l'instrument émet, il y a des phénomènes transitoires qui ne pouvaient pas être appréhendés par d'autres méthodes que par les ondelettes qui servent à l'analyse du transitoire. Également, dans la voix chantée, des recherches très importantes ont montré que pour la reproduire fidèlement et surtout pour la reproduire à partir d'un ordinateur, c'est-à-dire le problème de la synthèse de son, l'analyse par ondelette s'est trouvée être indispensable. Il y a enfin un dernier domaine technologique où l'analyse par ondelette intervient en ce qui concerne la voix. Ce sont les problèmes posés par le téléphone digital. À l'heure actuelle, ce qui transite par les lignes téléphoniques, ce n'est pas une empreinte analogique de la voix, c'est une suite de 0 ou de 1. Et il y a toute cette problématique de transformer une voix en une suite de 0 ou de 1 et de reconstituer la voix à l'arrivée. Et là, il y a deux ingénieurs qui ont inventé le codage en sous-bande, qui est très, très semblable aux ondelettes et qui est une technique expérimentale qui permettra sans doute de transmettre plus de conversations en un temps donné à travers une même ligne. Voilà un extrait de Quart d'heure mathématique, une émission produite par l'INA, avec donc la voix de votre comparse Yves Meyer, professeur à l'École Polytechnique. Nous sommes en 1990. Stéphane Malat, on entend dans cette archive tout de suite qu'il s'agit d'un très grand nombre d'applications très concrètes. Oui, et c'est pour moi émouvant d'entendre sa voix. D'abord, plus qu'un comparse, pour moi Yves Meyer, c'était vraiment un mentor. Et on entend ici Yves Meyer parler de toutes ces applications, mais ce qui est impressionnant et ce qu'il faut réaliser, c'est que Yves Meyer, c'était avant tout ce qu'on appelle un mathématicien pur, qui travaillait sur des concepts mathématiques totalement abstraits, et il a fait ce chemin depuis les maths pures vers des applications, ce qui montre bien que les maths, il n'y a pas de frontières, on peut passer d'un domaine à l'autre. Et effectivement, c'est cette interface entre les deux qui a donné naissance non seulement à la théorie mathématique, mais les interactions avec le monde et l'ensemble des applications. Là, il a beaucoup parlé des applications à la parole, à la musique, qui sont très évocatrices, effectivement, pour comprendre la nature de ce que c'est que des ondelettes. Mais les applications sont retrouvées aussi en traitement d'images, en analyse de données médicales, par exemple l'électrocardiogramme, un peu partout en physique pour faire de l'exploration du sous-sol en envoyant des ondes, en mécanique quantique. Et ça, d'une certaine manière, c'est vraiment la beauté des maths, c'est qu'une fois que l'objet devient abstrait et qu'on le comprend, on le retrouve dans des domaines qui sont en apparence complètement différents, mais l'essence est toujours là et c'est cette essence qui a été capturée par cette abstraction mathématique. Quelle a été précisément l'importance de votre rencontre avec ce mentor Yves Meyer et ses ondelettes ? Cette rencontre, ça a été pour moi une forme de retour
vers les mathématiques, parce que j'avais fait des maths. Et puis, finalement, je me tournais plutôt vers une carrière d'ingénieur, parce que je ne me voyais pas travailler purement dans un monde abstrait, même si pour moi, la bulle dans laquelle on se retrouve en mathématiques est apaisante et passionnante. Et donc, je travaillais dans un domaine d'application qui était le traitement d'images. Comment comprendre les structures de l'image, comment représenter une image avec le moins de structures possible. Et puis, Yves Meyer avait publié un article en maths, totalement détaché de ce genre de problème, qui était vraiment en lien avec une question de maths et en lien avec de la physique. Et je pense que je reviendrai là-dessus, parce que la physique a été très longtemps une source d'inspiration fondamentale pour les maths, mais les choses ont beaucoup changé au cours du XXe siècle à cause de l'informatique, ou plutôt grâce à l'informatique. Mais quand on revient à cette question, il avait donc établi ce très bel article et posé des questions mathématiques. Et c'est finalement à partir d'une intuition qui me venait du traitement d'images, en essayant de comprendre les propriétés des images quand on les regarde à différentes résolutions et comment les détails apparaissent au fur et à mesure, que j'ai fait un lien avec les ondelettes. Et ce lien a permis de répondre à la question mathématique que Yves Meyer avait posée, à savoir la construction de toutes ces ondelettes possibles et comprendre leur structure. Donc là, on a un exemple où finalement, la réponse à la question mathématique, elle est venue d'une application, elle est venue d'une intuition du réel. Que sont ces ondelettes? Quels sont les domaines technologiques qui impliquent l'analyse par ondelettes? Toutes les applications possibles? Ça, on y reviendra au cours de cette émission, évidemment. Mais là, j'ai envie d'arrêter de tourner autour du pot. Cette médaille, vous êtes le 79e lauréat de la plus prestigieuse récompense pour la recherche française. Il y a eu des médailles d'or, il y en a eu beaucoup pour des maths pures, mais jamais pour les maths appliquées. Comment vous interprétez ça? Alors déjà, effectivement, vous le dites, c'est une reconnaissance pour toute une communauté, parce que c'est effectivement parmi toutes les médailles qui ont été données en maths, c'est la première fois qu'une médaille est donnée entre mathématiques et applications, et en l'occurrence des applications à l'informatique. Donc c'est une forme de reconnaissance. Et en même temps, vous l'avez dit, que je travaillais dans ce domaine-là, mais ce domaine, il est très classique. Si vous revenez sur l'histoire des mathématiques, si on pense par exemple à la géométrie pratiquée par les Égyptiens il y a plus de 3000 ans, c'était motivé tout simplement par calculer la surface des champs pour lever les impôts. Donc c'était vraiment une question pratico-pratique qui a amené à l'émergence de la géométrie dans toute son abstraction. De la même manière, quand on parcourt toute l'histoire des maths, si vous prenez Carl Friedrich Gauss, qui est considéré comme le prince des mathématiques par son impact extraordinaire sur la plupart des domaines de maths, c'était aussi un astronome. Il a aussi profondément impacté toute la théorie de l'électromagnétique, donc c'était aussi un physicien. C'est aussi le cas de Joseph Fourier, vous en parliez rapidement. Lui était au départ un physicien qui a travaillé sur un problème de physique et a développé toute une branche de maths pour résoudre ce problème de physique. Henri Poincaré, plus récemment, sur tous les systèmes dynamiques, était un physicien. Donc, avoir des chercheurs qui sont à l'interface entre le monde empirique, la physique et le monde de l'abstraction, c'est une démarche très classique en sciences. Ce qui est un peu particulier, c'est finalement l'émergence de l'informatique. Parce que maintenant, grâce à l'informatique, on peut simuler le monde, on peut poser des questions qui sont nouvelles autour, par exemple, de la théorie de l'information. Et là, il y a un échange très riche qui s'est fait au cours des, disons, 70 dernières années entre maths et informatique, qui a été extraordinairement productif. Donc cette médaille, c'est un peu la reconnaissance, vous dites, de toute une discipline. Vous avez reçu, avant cette récompense, un très grand nombre de récompenses scientifiques. Cette médaille d'or du CNRS, est-ce que ça vous a surpris, Stéphane Mallat? Complètement. Ah oui. Complètement, j'avais absolument aucune idée de ma possibilité. Et pendant l'été, j'ai reçu un coup de téléphone du président du CNRS et j'avais aucune idée de pourquoi. Et ça m'a complètement surpris. Et donc, ça a été une d'autant plus belle surprise, même émotive, parce que, comme je disais, c'est une forme de reconnaissance de sa communauté, d'une communauté parmi toutes les communautés. Donc, ça m'a beaucoup touché.
Oui, puis ce prix, il faut aussi dire, il est de notoriété internationale également. Moi, j'avais envie aussi de vous demander, par rapport à votre parcours, parce que ce prix vient aussi évidemment reconnaître toute une discipline, mais évidemment aussi vos travaux, l'impact de la théorie des ondelettes. Comment vous, comment chez vous s'est apparu le goût des mathématiques? Donc, le goût des maths, c'est comme bien souvent, comme enfant. J'aimais faire des maths, comme je disais. J'aimais me retrouver dans cette bulle où finalement on est aussi un peu isolé du monde et dans un monde bien structuré où on peut réfléchir. Et en même temps, j'aimais aussi cet aller-retour au centre. J'aimais le travail d'ingénieur. Donc, quand j'étais petit, c'était la pratique de la menuiserie. Mais même si vous pensez, quand vous faites de la menuiserie, vous dessinez des rectangles, vous assemblez, vous faites le plan d'un placard, quelque part, on est déjà en train de faire un aller-retour entre, d'un côté, une forme de géométrie élémentaire et la réalisation. Mais cette réalisation, c'était quelque chose que je trouvais aussi extraordinairement excitant. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'imaginais pas faire de la recherche en maths. Vous n'imaginiez pas faire ça du tout? Non, parce que j'avais l'image des maths comme un domaine totalement abstrait. Il faut dire que j'étais dans la génération des petits Français qui ont été éduqués par ce qu'on appelle les mathématiques modernes, donc qui ont été vraiment une présentation des maths de façon totalement abstraite, et qui en a laissé beaucoup sur le carreau derrière. Et donc, j'avais une vision des maths comme étant un monde abstrait, un peu détaché du monde, qui pouvait éventuellement avoir des applications, mais finalement, ce n'était pas là le centre du sujet. Et donc, finalement, une vision un peu déformée, parce que comme je le mentionnais, l'histoire des maths, ce n'est pas du tout ça. C'est des branches de mathématiques qui émergent à partir des questions du monde et qui sont constamment en lien avec le monde dans cet aller-retour. Et c'est ça que j'ai découvert, mais je l'ai découvert finalement en allant aux États-Unis. Paradoxalement, mon éducation de maths, je l'ai eue en France, mais c'est aux États-Unis que j'ai découvert cette façon de faire des mathématiques. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé dans des cours dans une université américaine, c'est assez étonnant parce qu'au départ, on vous donne des exemples, des exemples, des exemples. Et comme petit Français, vous arrivez en disant « Mais attendez, où est-ce qu'elle est la théorie ?» Et en fait, la théorie, elle émerge petit à petit dans le cours à travers ces exemples. Et donc, cet aller-retour est beaucoup plus pratiqué. Et c'est là que finalement, je l'ai découvert. Oui, vous êtes en effet parti aux États-Unis après avoir été fraîchement diplômé de Polytechnique en 1981. Vous revenez en France, vous trouvez votre premier grand sujet, la théorie des ondelettes. C'est l'expérience de votre thèse et ça, on y reviendra. Et vous avez en effet ce parcours d'aller-retour entre le monde de la recherche et le monde... On ne peut pas dire que la recherche soit égarée loin du monde réel, mais vous avez aussi mis un pied dans le monde entrepreneurial puisque vous avez fondé une start-up en 2001, une start-up intitulée Let It Waves. Alors ça aussi, c'était quelque chose d'important pour vous de faire des allers-retours entre le monde académique et... Oui, parce que j'avais cette trace, cette envie de devenir ingénieur, donc j'avais toujours cette envie de découvrir ce monde. Et puis j'avais un peu, avec les anciens étudiants de doctorat avec qui nous avons créé cette start-up, ce rêve de prendre un théorème mathématique et de le suivre jusqu'à un produit, potentiellement un produit grand public, et donc de suivre toute cette trajectoire. Elle était naïve, cette idée, à la fois parce que c'est pas aussi simple et aussi parce que, à nouveau, dans cette trajectoire, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre le monde des maths et ce monde d'application. Et finalement, en faisant ça, je me suis retrouvé à diriger une start-up et là, vraiment découvrir tout un autre monde de marketing, de finance, d'organisation et du métier d'ingénieur. Et c'est très intéressant parce que le métier d'ingénieur et le métier de chercheur a des différences assez fondamentales. Le chercheur s'inscrit dans un temps long, l'ingénieur est dans un temps court. Il faut résoudre le problème sur 3 mois, voire sur 2 jours. Il y a un très bel exemple dans le film Apollo 13 où il faut sauver le cosmonaute et on a quelques heures pour construire un masque à gaz à partir de ce qu'il y a là. Ça, c'est toute la beauté, la créativité du travail d'ingénieur. Travail qui va récupérer ce qui existe et essayer de faire vite. Le chercheur, il va plutôt récupérer ce qui existe, dire tout ça c'est n'importe quoi, moi je vais développer ma propre solution. Et 3 ans après, il aura quelque chose qui ne marche pas vraiment, mais peut-être l'embryon d'une idée qui ensuite sera raffinée par d'autres collègues derrière. Donc c'est une démarche vraiment différente.
et les deux sont tout aussi créatives l'une que l'autre. C'est différent, mais est-ce qu'il y a aussi des points communs entre l'esprit start-up et le monde de la recherche? Oui, alors le travail d'entrepreneur et le travail d'un chercheur ont beaucoup de points communs. À la fois, il y a cette naïveté de se dire j'ai une idée, elle va révolutionner le monde, quand bien même elle risque de se casser la figure 15 jours après. Et puis, il y a cette capacité à finalement s'auto-intoxiquer de son idée pour pouvoir aller persuader le reste du monde, à les séduire. Il y a ce besoin de nos jours d'aller chercher de l'argent et donc de monter le projet. Et il y a quelque chose d'autre qui est très important, c'est l'importance de constituer une équipe, et une équipe de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font la différence. Ce n'est pas comme dans une entreprise où on peut remplacer une personne par une autre. Dans une toute petite équipe comme ça, que ce soit une start-up, que ce soit un groupe de recherche, chaque personne est importante et le talent de chacun va faire une grande différence sur ce qui est fait. En tout cas, en 2007, vous remontez sur le ring de la recherche. Alors, quels sont vos travaux et quelle est la révolution de la théorie des ondelettes? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture, nous sommes avec Stéphane Malat, la première médaille d'or pour la section mathématiques appliquées du CNRS, le lauréat 2005 de cette prestigieuse récompense scientifique. Nous allons parler de la révolution des ondelettes et en introduction, je vous propose une lecture, un extrait de votre ouvrage, une exploration des signaux en ondelettes, paru en 2000 aux éditions École Polytechnique. Attablés au restaurant, nous devenons rapidement insensibles au brouhaha des conversations alentours. Mais un brusque silence nous rappelle la présence de nos voisins. Notre attention est attirée par le mouvement et les phénomènes transitoires, par opposition aux stimuli stationnaires que nous ignorons vite. La priorité accordée aux phénomènes transitoires est probablement une stratégie pour sélectionner les informations importantes parmi le flot écrasant des données enregistrées par nos sens. Pourtant, le traitement du signal classique s'est surtout concentré sur l'étude d'opérateurs invariants dans le temps ou dans l'espace, qui modifient les propriétés stationnaires des signaux. Cela a conduit à l'hégémonie indiscutable de la transformée de Fourier, mais en laissant de côté l'essentiel du traitement de l'information. Le monde des transitoires est considérablement plus vaste et plus complexe que le précaré des signaux stationnaires. C'est pourquoi il n'y a aucun espoir de trouver une base analogue à celle de Fourier qui puisse simplifier la plupart des algorithmes. Au contraire, on a vu proliférer une multitude de bases et de transformées dont les ondelettes ne sont qu'un exemple. Stéphane Malat, le fil rouge de toute votre carrière, c'est votre travail sur le traitement du signal. Pour le comprendre, ça faut revenir un peu en arrière, vers 1810, quand le mathématicien François-Joseph Fourier énonce justement toutes les bases de l'analyse harmonique. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, la motivation de Joseph Fourier n'était absolument pas le traitement du signal. Pour lui, le problème, c'était de résoudre la question de comprendre la propagation de la chaleur. Il a écrit une équation mathématique qu'on appelle l'équation de la diffusion. Et pour résoudre cette équation, il a décomposé les solutions sur des sinusoïdes. Et donc les sinusoïdes sont apparus pour résoudre un problème de physique. Et ce n'est que bien plus tard, c'était notamment le travail du mathématicien Wiener dans les années 40-50, qui a montré que c'était aussi les briques de base pour analyser des signaux. Et donc c'est là qu'est apparu le traitement du signal. Donc c'est à la fois Fourier, au niveau mathématique, mais en même temps, les applications, c'est passé par un autre mathématicien. Oui, puisqu'en effet, première théorie de la diffusion de la chaleur, comme vous dites, Fourier en 1821, le succès mathématique de ce chercheur français est en effet implacable, mais en effet, avec le XXe siècle, avec l'entrée de l'ère de l'information, de la cybernétique, tout est potentiellement un signal à traiter.
Oui, donc en fait, on se retrouve maintenant et on s'est retrouvé finalement à partir des années 80-90 avec des signaux absolument partout. Je parlais du domaine médical, de la biologie, bien sûr de la physique, de la cosmologie et tous les capteurs qu'on a de température et autres. Et donc, c'est immédiatement poser la question devant ce flot de données. Est-ce qu'on peut les traiter automatiquement plutôt que d'avoir quelqu'un qui regarde chacun de ces signaux pour les interpréter? Alors en fait, comment on peut, un peu, mieux comprendre comment, justement, vous avez, fait évoluer, tout cet héritage mathématique-là avec vos travaux? Donc l'idée de base, en fait, pour comprendre ce que c'est qu'une ondelette, et puis je reviendrai sur le lien avec mon propre travail, c'est effectivement de dire, comme le mentionnait Yves Meyer, qu'on ne va pas regarder des propriétés stationnaires comme le fait une sinusoïde qui ondule de moins l'infini à plus l'infini. On va regarder des propriétés à un moment. Qu'est-ce qui se passe là? Et pour regarder ce qui se passe là, il faut une toute petite onde qui va être localisée à cet endroit. Typiquement, une ondelette, c'est une note de musique. Quand vous regardez une partition de musique, eh bien, vous voyez des ondelettes différentes qui ont des hauteurs différentes, qui vont correspondre à des fréquences différentes, et en même temps des durées différentes. Vous pouvez avoir une croche, une noire, une blanche, donc elles vont être plus ou moins longues. Et si vous agrégez toutes ces ondelettes, vous obtenez votre morceau de musique. Et en même temps, si on regarde, c'est une description très économique, parce que quand vous avez un silence, vous n'avez pas de note de musique, et donc vous n'avez pas besoin de donner l'information. Et donc finalement, c'est pas par hasard que cette écriture en note de musique est apparue, parce que c'est très efficace. Quand on regarde la partition, on arrive à lire la musique, et en plus, c'est directement en lien avec notre perception. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi notre perception fonctionne de cette façon-là. Très probablement, et c'est ce qu'on a vu ensuite à travers l'intelligence artificielle, c'est parce que c'est une façon efficace d'analyser ces informations. Donc ces ondelettes se focalisent sur ces phénomènes transitoires, mais le type de question qui s'est posé, c'est que, ok, vous pouvez faire ça avec de la musique, est-ce qu'on peut faire ça avec des images, avec d'autres types de phénomènes, par exemple en physique? Et comme je disais, c'est là que les mathématiques sont arrivées. Et ce que les mathématiques ont permis de montrer, c'est que n'importe quelle donnée numérique, quel que soit le contexte, n'importe quelle courbe, peut se décomposer en petites ondelettes élémentaires, et c'est un système de description très parcimonieux. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de beaucoup moins, par exemple, d'ondelettes que de pixels. Le pixel, c'est les points d'une image, pour décrire une image. Prenez une image d'1 million de pixels, disons 1000 sur 1000. Typiquement, il vous faudra de l'ordre de 10 à 100 fois moins d'ondelettes que le nombre de pixels. Donc les questions qui se sont posées d'un point de vue mathématique, puisque c'était votre question en lien à mon travail, c'est que les premières ondelettes avaient été proposées par Yves Meyer en lien avec l'analyse de Fourier. Donc c'était une question vraiment mathématique, malgré tout inspirée par des travaux de physiciens, mais c'était une question qui était vraiment dans le monde des maths. C'est créer ce qu'on appelle une base orthogonale, tout comme les sinusoïdes le sont, qui permet donc de décomposer n'importe quelle courbe à partir de ces structures. La question qui se posait ensuite, c'était comment construire toutes ces bases. Comment construire toutes ces ondelettes? Est-ce qu'il y en a des meilleures que d'autres? Et donc là, ça demande de prendre cette ondelette et de voir sa structure. Et en fait, sa structure, on la découvre en prenant un chemin différent. Et ce chemin, c'était précisément le chemin que ma directrice de thèse m'avait proposé de prendre en étudiant un problème de traitement d'image, c'est-à-dire comment regarder l'évolution d'une image à différentes résolutions et quelle est la nature des détails qui apparaissent. En fait, la nature des détails qui apparaissent, ce sont des ondelettes. Et en prenant ce chemin, on arrive à construire une théorie mathématique complète, qu'on appelle la théorie maintenant des multirésolutions, qu'on a établie à l'issue de ces travaux en collaboration avec aussi Yves Meyer, et qui permet de comprendre les propriétés complètes de ces ondelettes. Mais une autre implication de cela, ça a été de comprendre comment calculer très rapidement ces ondelettes. Et là, c'est lié avec l'informatique. C'est-à-dire que
Être capable de comprendre la structure mathématique, c'est veut aussi dire ici réduire le nombre d'opérations et donc pouvoir calculer ces représentations parcimonieuses avec des ondelettes, des ordinateurs pas trop puissants. Voilà, c'est être dans la capacité à transmettre un maximum d'informations avec le signal le plus simple possible. Votre algorithme, Stéphane Mallat, votre algorithme de transformation en ondelettes rapides est donc au fondement du format JPEG 2000. Oui, parce qu'en fait, JPEG 2000, comment ça marche? Vous avez votre image donc d'1 million de pixels. On la transforme dans ce monde d'ondelettes et on arrive à reconstruire l'image avec un nombre réduit d'ondelettes. Et ensuite, ce qu'on va coder, enregistrer dans votre ordinateur, c'est les coordonnées de ces petites ondelettes. Et donc, pour faire ça, il faut d'un côté calculer ces coefficients, et ça se fait avec cet algorithme, et à partir de ces coefficients, quand on veut reconstruire l'image à partir du fichier qu'on a sur le disque dur, eh bien, il faut faire la transformée inverse. Donc, cet algorithme, c'est ce qui permet de faire cet aller-retour entre ces mondes. Là, on comprend avec tout ce que vous nous racontez sur l'histoire des ondelettes qu'il s'agit bien d'un domaine, d'une découverte, tout ça, c'est fruit de la rencontre très rare entre physiciens, mathématiciens et ingénieurs. Oui, alors elle n'est pas si rare que ça. Hein. Si vous prenez tout le monde de la simulation numérique, par exemple comment on fait maintenant pour construire un avion ou une voiture, c'est un aller-retour constant entre d'un côté la physique dans lequel se trouve l'avion, le travail de l'ingénieur et le travail du mathématicien d'écrire ces équations. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas particulier, c'est vraiment une démarche très classique, mais peut-être qui a été un peu moins reconnue et qui, à travers, j'espère, cette médaille, va pouvoir être un peu plus visible, d'autant plus que, comme je disais, elle est vraiment source d'idées extraordinairement créatives. Ces idées extraordinairement créatives, nous allons les voir dans quelques instants, puisque en tant que spécialiste mondialement reconnu du traitement du signal, Stéphane Mallat, vous vous êtes ensuite positionné pour entamer ce second volet de votre carrière universitaire dans le domaine de l'intelligence artificielle. On en discute dans quelques instants. All right. This is a tune for all the people, psychologists like Sigmund Freud, Jack Lacan. But the difference with those people is, and the ones I'm going to talk to you about, is that those people sometimes knew what they were talking about. This is about all the people like me, that you, who try to tell you what you should do, try to tell you how it's done. The people who just go up and tell you this is what should be done and this is how you should do it, you know what I'm saying? The kind of bullshit that you don't want to know about, because you're just trying to live your life, right? But I understand it's human. You see someone making a mistake and you just want to tell them, you gotta do something else. You're so late. You're so late and out of place. Because even when you're making a mistake, perhaps you're doing right. Sometimes what looks wrong is actually the right thing to do. But those people just go on analyzing me and you. They always analyze me. Don't analyze me. Don't tell me what I can do. You always analyze me. Don't analyze me. Don't tell me what I can do. Give me rules, pieces of advice, as if I don't know how to live my life. Think Twice, Analyze, en direct sur France Culture, car nous parlons d'analyse, de traitement de signaux avec l'un de ses spécialistes, Stéphane Mallat, que nous avons la chance de rencontrer tout au long de cette heure. Stéphane Mallat, qui est lauréat 2025 de la médaille d'or du CNRS, titulaire de la chaire Sciences des données du Collège de France et professeur à l'École normale supérieure au département informatique. On vient de voir que vous êtes reconnu comme un spécialiste de la représentation parcimonieuse dont on vient de parler. On vient de parler de la théorie des ondelettes des années 80.
90 ont constitué un âge d'or pour ce champ des mathématiques appliquées, où il s'agit de numériser, de compresser tout le savoir et tout le discours humain. Et puis, deuxième moment de rupture, c'est l'intelligence artificielle. Stéphane Malat, votre intérêt pour ce domaine-là, il est là depuis le début, depuis quand est-il apparu dans votre champ d'intérêt? En fait, au moment où j'ai commencé ma thèse, donc c'était dans le milieu des années 80, j'étais intéressé par ce domaine. C'était le moment où l'intelligence artificielle était essentiellement dominée par la logique, c'est-à-dire une vision très rationaliste de la connaissance où on part d'affirmations sur le monde et on en déduit des conséquences. Et les maths sous-jacentes étaient, disons, beaucoup moins riches. Et donc, je me suis dirigé vers un autre domaine qui me paraissait à l'époque plus intéressant, qui était donc le traitement du signal. Et puis, quand je suis revenu de cette expérience de start-up, donc c'était dans les années 2007-2008, les choses avaient totalement changé. Parce que les réseaux de neurones, tout d'un coup, commençaient à avoir des performances impressionnantes pour ceux qui connaissaient vraiment la difficulté des problèmes qui étaient adressés. Et il y avait un changement de paradigme total par rapport à l'intelligence artificielle des années 80. Un changement de paradigme total parce que tout d'un coup, l'intelligence artificielle devenait de l'apprentissage statistique. Ça veut dire qu'on apprenait à partir de données. Et si vous pensez en termes de théorie de la connaissance, c'est comme une bascule d'un côté d'une vision très rationaliste de la connaissance, comme pouvaient l'avoir Leibniz, Spinoza, Descartes, à une vision en apparence beaucoup plus empirique, comme pouvait l'avoir Hume, Locke. En fait, c'est pas vraiment ça. Quand on regarde ce que c'est que l'apprentissage statistique, l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones, si on reste dans le monde de la philosophie, ce serait plutôt une approche kantienne, c'est-à-dire de dire, oui, l'information commence à partir de l'expérience, à partir des données, mais ces données, elles sont filtrées par un système qui a lui-même une connaissance a priori, c'est notre cerveau, ou ça va être le réseau de neurones qui a une architecture, et la réponse qui va être donnée est le résultat de ce mix entre d'un côté une forme d'a priori, donc un peu rationaliste, et une forme d'information d'expérience. Et j'ai été très, très, très impressionné par les résultats obtenus par ces réseaux de neurones. Et là, se posait tout d'un coup une question, mais comment ça se fait que ça marche aussi bien ? Quelles sont les maths derrière ? Pourquoi ? Bien sûr, d'un point de vue informatique, on maîtrise les algorithmes, mais la performance de ces réseaux de neurones, ça a été une surprise considérable, et ça reste une surprise considérable quand on pense à des réseaux de neurones comme ceux des grands modèles de langage. On peut penser à Mistral, ChatGPT, etc. Alors en effet, sur ces 10-15 dernières années, l'explosion de l'IA, c'est dû à l'apprentissage par ordinateur, le machine learning. Et puis plus récemment, on est passé du machine learning au deep learning, qui est donc fondé sur ces réseaux de neurones. On écoute notre deuxième archive. Les machines informatiques pensent avec un langage qui est celui des nombres. Nous transformons tout en chiffres pour les faire fonctionner. Elles sont nulles en matière de perception. Elles n'ont pas de langage naturel sous-jacent comme nous ou les animaux. Lorsqu'on veut les faire développer un modèle de monde autour d'elles-mêmes, on s'aperçoit que ce n'est pas le bon dispositif. Vous voulez qu'elles jouent aux échecs ? Très bien. Notre programme de jeu d'échecs au MIT est déjà un joueur d'échecs de 2e rang. Dans 1 an, je pense qu'il sera de 1er rang. Ce ne sera pas un maître au bout d'1 an, mais dans 6 ans environ. Dans 6 ans, il deviendra une technologie de 1er rang qu'aucun être humain ne pourra surpasser. Je souhaite que ça aille plus loin, et ça ira plus loin, parce que nous pouvons réduire ces choses-là à des nombres. Le pionnier psychologue, neurophysiologiste, mathématicien américain Warren McCulloch, dans une interview pour la télé canadienne en 1969. Est-ce que vous aussi, vous êtes surpris de voir les avancées technologiques dans ce domaine-là récemment ? Oui, c'est à nouveau une très très grande surprise, mais comme je disais, c'est aussi une surprise pour les ingénieurs qui travaillent dessus. C'est une très grande surprise parce que quand on regarde les problèmes
d'un point de vue mathématique, on fait face à ce qu'on appelle la malédiction de la grande dimension, qui dit que l'ensemble des possibles est gigantesque. Si vous pensez au type de problème qui est résolu par ces algorithmes d'intelligence artificielle, en entrée, vous avez une donnée, par exemple une image avec 1 million de pixels, et en sortie, vous avez la réponse à une question, par exemple, quel est l'animal dans cette image, un chien, un chat, un cheval ou autre. L'ensemble des images possibles est absolument considérable parce que les pixels peuvent avoir des valeurs complètement différentes. Et donc, essayer de calculer cette réponse avec une telle variabilité, ça semble a priori extraordinairement difficile, à moins que le problème ait de la structure. Et ce qu'on voit, c'est que ces réseaux de neurones exploitent la structure des données et du lien entre la donnée et la réponse pour trouver une très bonne estimation de la réponse. Et le mystère, c'est finalement quel type de structure a été extraite. Et c'est là que ça nous ramène au problème finalement d'origine sur lequel je vais travailler bien d'autres autour des ondelettes. C'est-à-dire, il y a une grande similarité de questions, c'est comment représenter cette information. Sauf que les réseaux de neurones ont été bien au-delà, en allant jusqu'à la capacité de répondre à des questions aussi diverses que des problèmes de langage naturel, ça peut être du traitement d'image, mais ça peut être aussi calculer l'énergie d'une molécule en chimie quantique. Ce qui est fascinant finalement derrière tous ces problèmes, c'est que l'architecture des réseaux de neurones pour répondre à toutes ces questions qui sont très différentes est très similaire. Comme si ces problèmes, que ce soit du langage naturel, de reconnaître un animal dans une image, de chanter ou de reconnaître un son ou de prédire le temps qu'il va faire demain, avaient la même structure. Et donc la question d'un point de vue mathématique, c'est quelle est cette structure qui permet effectivement de le calculer? Et on tombe à nouveau sur des problèmes qui sont vraiment des problèmes qui avait été étudié en philosophie, c'est quelle est la nature de la connaissance. Parce que d'une certaine façon, un réseau de neurones, lorsqu'il va répondre à une question, à travers la phase d'apprentissage, et je pourrais revenir là-dessus, accumule une forme de connaissance qui va ensuite lui permettre de répondre à la question. Oui, donc selon vous, un des enjeux actuels, c'est d'expliquer le résultat de l'intelligence artificielle, finalement d'ouvrir la boîte noire. Question naïve, c'est pas possible de suivre pas à pas ce que fait un réseau de neurones? Alors, c'est une très bonne question qui n'est pas du tout naïve, parce qu'au départ, beaucoup de gens ont essayé de le faire. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'intérieur des réseaux de neurones, vous avez des milliards de paramètres. Si on prend les modèles de langage, ça va jusqu'à des trilliards de paramètres. Donc, énormément. Et ils ne sont pas structurés en apparence. C'est-à-dire qu'il y a une architecture, mais on a beaucoup de mal à associer à ces paramètres des fonctions qui agissent sur l'information parce que le réseau est construit comme une cascade. Et quand on arrive au milieu de la cascade, on a tellement d'incertitudes sur les couches d'avant qu'on a du mal à comprendre. Ce qui fait que ce genre d'approche, elle a malgré tout un peu fonctionné. Elle est très similaire à l'approche d'un neurophysiologiste qui va aller regarder dans le cerveau la réponse d'un neurone, essayer de faire le lien entre la réponse du neurone et le stimuli qui est donné à la personne. C'est une approche utile, mais ce n'est pas suffisant pour arriver à une description suffisamment fine pour comprendre les mathématiques sous-jacentes. Ça, c'est que les réseaux de neurones, ce sont de nombreuses couches de neurones superposées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de deep learning. L'autre difficulté, c'est que ces algorithmes travaillent à partir d'un très, très grand nombre de variables, Stéphane Malat. Alors oui, parce que l'enjeu, c'est de généraliser. Alors, je vais revenir un peu sur le fonctionnement. Comment fonctionne un réseau de neurones? Vous pouvez voir ça comme une boîte à l'intérieur duquel vous avez ces neurones qui ont des paramètres qui, au départ, ne sont pas fixés. Et puis, on lui donne une base de données d'entraînement avec des données et on lui donne la bonne réponse. Un peu comme un élève à qui on fait faire des exercices et à qui on lui donne la bonne réponse pour qu'il apprenne. Il va essayer de reproduire cette bonne réponse et pour ça, il va configurer les paramètres à l'intérieur. Et puis ensuite, évidemment, le but, comme pour un élève, c'est pas d'apprendre sur les mêmes exemples, c'est de passer au test où on va lui donner des nouveaux exemples, où on espère qu'il va donner la bonne réponse. Ça veut dire qu'il va devoir généraliser. Pour généraliser, ce qu'il faut absolument éviter, c'est simplement d'avoir mémorisé les exemples qu'on vous a donnés au départ. Et donc, ça veut dire qu'il faut suffisamment de paramètres pour
pouvoir reproduire les exemples, mais il faut encore beaucoup plus d'exemples pour s'assurer que le réseau ne va pas simplement mémoriser. Donc, on se retrouve dans des situations où si vous avez des réseaux avec des trilliards de paramètres, eh ben, il faut mettre quasiment toute l'information qu'il y a sur Internet pour pouvoir l'entraîner et pour s'assurer qu'il va généraliser, c'est-à-dire pas simplement mémoriser. Une erreur qui est parfois faite quand les gens, et surtout au départ, regardaient ces modèles de langage, c'est d'imaginer ça comme, on appelait ça, un perroquet stochastique, comme si c'était un perroquet qui donnait simplement ce qu'il a mémorisé. C'est pas ce qui se passe. Il y a véritablement une phase de généralisation, c'est-à-dire qu'il y a des réponses qui sont nouvelles, par rapport et qui ne correspondent pas à des réponses qui existaient dans la base de données d'entraînement. Alors dans ce cas-là, est-ce que, si on se projette dans l'avenir, est-ce qu'on se rapproche d'intelligences artificielles qui sont capables d'être théoriciennes, d'intelligences artificielles qui peuvent elles-mêmes assumer leur perfectionnement théorique? Alors, oui, ce sont des intelligences d'une certaine manière théoriciennes, dans la mesure où elles n'ont pas d'expérience du monde, elles n'ont pour apprentissage que des exemples sous forme numérique. Et on le voit bien dans le domaine des mathématiques, le niveau de performance de ces réseaux de neurones est en train d'augmenter très rapidement. Les premières versions, les erreurs étaient tout à fait élémentaires. Maintenant, si vous prenez les dernières versions, la médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques s'obtient avec un réseau de neurones. Ça veut dire c'est un niveau d'un des tout meilleurs étudiants au niveau Bac plus 2. Donc on est vraiment déjà, mais des tout meilleurs étudiants internationaux. Donc on arrive déjà à haut niveau. Et ce qu'on voit, c'est que le niveau augmente constamment, plus ces réseaux deviennent importants. Donc donner des limites au niveau théorique, c'est très compliqué. Par contre, la limite de ces systèmes, c'est que justement, ils n'ont pas d'expérience du monde. Donc la notion de sens ou la créativité va être limitée à la créativité à l'intérieur de ce monde purement théorique. On n'est pas dans la prise, dans le lien avec le monde réel. D'ailleurs, on va parler des étudiants, des vrais étudiants et de leur rapport au monde réel, puisqu'aujourd'hui, n'importe quel collégien sait pouvoir faire résoudre un devoir de maths par un modèle de langage. Alors, comment réformer l'enseignement des maths? Restez avec nous. France Culture. La science CQFD. Natacha Triou. Sur France Culture, nous sommes avec Stéphane Mallat, lauréat de la médaille d'or du CNRS 2025. On vient de parler de vos travaux, de votre parcours académique qui tisse des liens donc entre mathématiques et informatique. On a parlé de votre vision, de votre goût des maths. Aujourd'hui, les maths seraient en crise, la nouvelle crise des maths entend-on un peu partout. Dans quelle mesure les mathématiques sont-elles en crise, Stéphane Mallat ? Alors, en France, cette crise des mathématiques, on la voit avec beaucoup de symptômes. On la voit à travers les évaluations internationales où la France se retrouve assez bas, voire parmi les tout derniers pays, alors qu'il y a 20 ans, l'école mathématique française au sens lycée, collège était au bien meilleur niveau. On la voit aussi dans la grande difficulté de recrutement des professeurs de mathématiques. Il y a beaucoup de symptômes qui la font apparaître. Mais il y a un point, finalement, je pense, qui est aussi important, c'est que les professeurs de maths, maintenant, sont devant une très grande diversité d'élèves et une approche complètement formelle des maths ne fonctionne pas. Alors, elle ne fonctionnait pas d'ailleurs il y a 30 ans tellement bien, et ça a été à nouveau l'échec des maths modernes. Mais là, je pense que c'est encore plus important. Alors, les professeurs s'en sont parfaitement rendus compte. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'adapter le programme de mathématiques, y compris et bien sûr l'éducation nationale. Mais beaucoup de professeurs ont malgré tout une formation de maths pure et n'ont pas cette habitude de faire un aller-retour entre le problème du monde et les maths. Or, c'est très important.
C'est très important parce que montrer aux élèves que les outils de maths qu'ils utilisent, ils sont au centre de questions qui les concernent, c'est beaucoup plus non seulement motivant, mais ça permet de développer une intuition sur ces outils. Et donc, c'est ce qu'on a décidé de faire avec ce programme Matadata qui correspond à un groupe au sein du Collège de France et de l'École normale supérieure, et de faire ça à partir de challenges, de problèmes d'intelligence artificielle. Justement, Matadata, ce programme que vous avez fondé en 2023, quelles sont les solutions concrètes pour donner aux lycéens une autre éducation mathématique? Alors, ce qu'on propose, c'est des problèmes à partir donc de données numériques. Donc, par exemple, reconnaître quel est le chiffre dans une image. Ou, plus important, décider s'il faut faire une césarienne ou pas, parce que le fœtus est sous stress et qu'on a simplement comme information l'électrocardiogramme. C'est typiquement des choses, des situations devant lesquelles le médecin va se retrouver, et il faut analyser cette information numérique et prendre une décision. Ou vous avez un texte et il faut savoir si ce texte a été écrit par Corneille ou Molière. Pourquoi cet exemple? Parce que longtemps, on s'est demandé si certaines pièces de Molière avaient été écrites par Corneille. Ou analyser des chants de baleines ou des choses comme ça. Donc là, ce sont vraiment des problèmes avec des vrais enjeux. Et à partir de ces problèmes, on fait émerger les outils de maths et d'essentiellement tout le programme du lycée. Ça peut être bien sûr des outils de statistique, mais aussi de géométrie. Une droite pour diviser l'espace en deux parties, les sujets sains ou les fœtus sains ou les fœtus sous stress. Ça peut être analyser les propriétés d'une fonction, ça peut être l'erreur, la dérivée, etc. Et en fait, comme on part du problème et qu'il y a une forme de manipulation, tout comme maintenant c'est fait aussi dans le primaire, on développe une intuition et puis ensuite il y a l'apparition de ces concepts de maths et on voit toute leur beauté parce qu'ils sont en lien avec le monde et malgré tout, ils sont capables d'adresser des problèmes extraordinairement différents. Et ensuite, ce qu'on propose aux professeurs, c'est ensuite un retour sur, bien sûr, l'exercice de maths, travailler le maths dans le monde abstrait. L'enjeu pour nous, c'est de donner aux professeurs, et quand je dis donner, en fait, ça se fait en co-développement avec les professeurs et l'éducation nationale, des outils pédagogiques pour enseigner les maths au programme, dans le temps imparti par le programme. Et c'est très intéressant de faire ça, et c'est fondamental de le faire avec les professeurs, parce que ce sont eux qui ont l'expérience de la réalité dans les classes. Nous, on arrive avec des outils, un peu comme cet aller-retour entre abstraction et expérience, et c'est dans cet échange entre les professeurs et ce qu'on donne qu'on arrive à proposer des solutions qui semblent bien marcher, c'est-à-dire que les étudiants et les professeurs, on a fait des expériences sur les 2 dernières années, montrent que des élèves de classe passerelle qui ont vraiment complètement décroché, tout d'un coup se réveillent en cours, aussi parce qu'il y a ces manipulations numériques et réalisent que oui, ça les concerne, c'est des choses qui sont en lien avec leur monde, ces mathématiques. Le coup d'envoi, c'est prévu quand? Alors, le passage, ce qu'on est en train de faire encore cette année, c'est d'une certaine manière de rendre la méthode la plus efficace possible. On travaille déjà, malgré tout, on a formé 300 professeurs et on travaille sur les académies de Créteil, de Lille, qui a été très importante, Montpellier, Versailles. Le passage à l'échelle au niveau national, on compte le faire en septembre 2026. Donc ça, c'est notre objectif. Et c'est très important. Et c'est là où, d'une certaine manière, cette expérience de start-up a été très utile. Pour moi, ce projet ressemble un peu à une start-up, au sens où on est parti d'une idée qui était nouvelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. On a passé par 3 années en travail en échange avec les professeurs pour essayer de la faire fonctionner. On rêve que ça puisse avoir un impact national, voire au-delà. Mais il faut être lucide. Ce passage vers quelque chose qui fonctionne pour des professeurs qui eux-mêmes sont surchargés, donc il ne faut pas leur demander trop de travail, c'est tout un gros travail.
Dans quelques secondes, on retrouve Alexandra Delbo, mais un grand merci Stéphane Mallat, merci de nous avoir montré la beauté de la recherche en mathématiques appliquées, des mathématiques ancrées donc dans une réalité intuitive. Merci beaucoup. Tout de suite, on change complètement de sujet. En Chine, la découverte d'un crâne d'1 million d'années bouscule les paléanthropologues. C'est la chronique Avec Science d'Alexandra Delbo. À quoi ressemblaient les rivières avant l'apparition des plantes? Si je vous demande de dessiner une rivière maintenant, intuitivement, vous tracerez une forme de S qui parcourt un paysage et vous auriez raison. C'est l'une des deux formes principales que les cours d'eau peuvent prendre. L'autre forme caractéristique des rivières, ce sont les tresses où de multiples canaux se croisent. Et cela fait longtemps que les géologues s'interrogent sur l'influence de la végétation sur ces formes. Il y a 450 millions d'années, au Paléozoïque, les plantes ont commencé à coloniser la surface terrestre, ce qui a transformé l'environnement, mais aussi potentiellement la forme des rivières. Jusqu'à présent, les archives sédimentaires semblaient apporter une possible réponse. Mathieu Lapôtre est professeur assistant dans le département des sciences de la Terre et des planètes à l'université de Stanford. Au Paléozoïque, il y a à peu près 450 millions d'années, quand on regarde l'archive sédimentaire, les dépôts de rivières, on observe une transition avant l'apparition des plantes sur Terre. La plupart des dépôts de rivières montrent des directions de migration qui sont unidirectionnelles. Et donc, ces dépôts ont été interprétés comme ayant été générés par des rivières en tresse. Alors qu'il y a à peu près 450 millions d'années, quand les plantes ont commencé à coloniser donc, les continents, on commence à voir l'apparition de dépôts fluviatiles pour lesquels on observe une beaucoup plus grosse variabilité dans la direction de migration. Et donc, ceux-ci ont été interprétés comme des dépôts de rivières en méandre. Et cette tendance que l'on observe au cours du Paléozoïque a été interprétée comme l'influence de la végétation qui aurait engendré l'évolution des rivières en méandre sur Terre. Les rivières classiques en méandre seraient donc apparues grâce à la végétation. Les plantes auraient permis d'enraciner les cours d'eau et d'aménager les berges afin qu'elles dessinent ces grands S. C'est une belle histoire, mais vous me voyez venir, elle n'est pas tout à fait terminée. Ce qui cloche, c'est qu'actuellement sur Terre, il y a des endroits où ces jolies rivières très sinueuses existent sans qu'il n'y ait aucune plante à des centaines de kilomètres. C'est le cas par exemple dans le désert bolivien ou au Nevada, et on peut même voyager encore un petit peu plus loin et aller sur Mars. Sur la planète rouge, il n'y a jamais eu de plantes, ça nous en sommes certains. Or, il y a bien des grandes rivières en méandre. Et donc, il semble y avoir une interprétation quelque peu faussée des archives sédimentaires. Pour le prouver, dans une nouvelle étude parue dans Science, les scientifiques ont observé 50 grands cours d'eau en forme de S par des observations satellites à différents temps, avec plus ou moins, voire pas du tout de végétation sur les berges. Et résultat, la végétation ne crée pas les méandres, mais elle en modifie le mouvement. Les méandres qui n'ont pas de végétation sur leurs berges ont tendance à migrer plus en translation, donc dans la direction du courant, en aval, alors que lorsqu'il y a de la végétation, les méandres ont tendance à s'étendre latéralement, devenant de plus en plus sinueux au fur et à mesure du temps. Ce que ça veut dire, c'est que nos chenaux, en l'absence de végétation, vont avoir plus tendance à se relocaliser de façon catastrophique. Ce procédé, on appelle ça une avulsion, où le chenal saute d'un endroit à l'autre parce que le chenal se remplit de sédiments de façon rapide et le cours d'eau, en fait, trouve un autre chemin qui est plus favorable au transport de l'eau et des sédiments. Ce que cela implique pour notre interprétation de l'archive sédimentaire est donc que les dépôts fluviatiles que l'on observe avant l'évolution des plantes ne sont pas nécessairement la signature de rivières en tresse. Plutôt, on pense qu'il y avait sans doute des rivières en méandre avant l'évolution des plantes, juste comme il y a des rivières en méandre dans les paysages qui n'ont pas de plantes sur Terre aujourd'hui, ou juste comme les rivières en méandre que l'on observe sur Mars. L'apparition de la végétation il y a un demi-milliard d'années n'a pas créé les grandes rivières en forme de S, elle a simplement changé leur façon de bouger. Alors, ça ne veut pas dire que les anciens géologues étaient moins bons, bien évidemment, c'est seulement que ces archives sédimentaires ne sont pas le bon outil, l'outil adéquat pour trancher entre rivières en tresse et méandres. La suite, ce serait de trouver de meilleures techniques justement pour étudier ces rivières passées, et c'est une information importante aussi pour le présent et le futur. Les rivières
en fonction de leur forme et de leur environnement proche, ne contribuent pas de la même manière au cycle biogéochimique, comme le stockage du carbone par exemple. Comprendre donc ces interactions passées nous permet de mieux saisir leur rôle dans la régulation du climat actuel et à venir. Merci Alexandra pour votre chronique. Grande nouveauté de cette saison à France Culture, le Fil Culture G. Chaque jour, c'est un coup de projecteur qui éclaire notre actualité. Philo, éco, histoire, gastronomie et sciences bien sûr. En 3 minutes 30 du lundi au dimanche, les meilleurs experts mettent notre monde en perspective. Et tout de suite,